On m'a demandé de terminer, de dire quelques livrets Torah sur ces dernières lignes, qui n'est pas de méprise. J'ai ni terminé le chasse durant ce mois, ni encore moins terminé ma Masechet Nida. Mais quand il m'a demandé, je ne pouvais pas refuser. Comme on a fait des sublimes comme ça pendant de nombreuses années, c'est avec quand même pas mal d'émotions. Déjà, je lui ai dit de revenir ici. Je suis peut-être un peu transcendentaire, mais c'était pas agréable de revenir ici. Bon, maintenant c'est comme ça. Et ça me rappelle aussi tous les sioumimes qu'on a fait, mais on va essayer de rendre kavod à notre âme en prononçant ces quelques paroles de Torah, ces quelques livrets Torah, Nishmat, Rav Rosenberg. Alors, pour ceux qui n'ont pas étudié la fin de la Masechet Nida, elle se termine avec une braïta bien connue par nous tous, qui dit Tana Debe Eliyahu, une braïta qui a été enseignée par Eliyahu, d'après certains c'est Eliyahu Hanavi, Korashone Arachot Bechol Yom, tout celui qui enseigne, qui étudie des Arachot au pluriel, c'est important, chaque jour, Muftachgo, on lui promet, Shehu Ben Haolam Haba, qui va être fils du monde futur. Il faudra expliquer ce que veut dire cette expression de Ben Haolam Haba. Et donc on apprend cela chez Nehemar, comme il est dit dans le verset de Habakkuk, Harichot Olam Go. Al tikre Harichot Ela Alachot. Grâce à quoi la personne va avoir droit à un Olam Haba, Olam Shikuotov, grâce au fait qu'il est avec Alachot, grâce au fait qu'il apprend les Alachot. Alors je vais essayer de ne pas répéter des enseignements qui ont été dit la dernière fois par le fils du Rav, puisqu'il a commenté également ces dernières lignes. Donc je vais peut-être poser quelques questions qui ressemblent, mais on va essayer d'amener d'autres tiroutim, comme disait Rav Rosenberg. En bet amidrash bo chidouche, on peut toujours arriver à dégager des chidushim. Alors, demande Tosfot la question, pourquoi la Masechet Nida, elle termine avec cette memra de Tana Debe Eliyahu, qui n'a rien à voir avec les enseignements qui ont été développés par Agmara dans les Dapim, dans les Amudim qui précèdent. Rashi dit que quand on parle de halachot ici, de quoi il s'agit? Rashi dit Mishnah, Braïta et Halacha Remoshe Mi Sinai. Alors pourquoi nous mentionner cette memra de Tana Debe Eliyahu ici, à la fin de la Masechet Nida? Tosfot, il répond que l'Agmara ne voulait pas terminer avec toutes les notions de Touma, d'impureté de la femme. L'impureté, ça fait référence à des notions qui ne sont pas terribles. Alors, Tosfot explique qu'Agma voulait terminer avec Davar Tov. Donc, comme dit Tosfot, qui est derech hanevim arishonim, chez Simu et Divrem, Bidivre Shevach, Vetanchumim. Donc, quand on termine des paroles de Torah, c'est bien de terminer par des choses, on va dire, positives, optimistes, des louanges, des choses positives. Terminer avec les quelques lignes d'avant qui parlaient de l'impureté de Tumat, Nida et Zava. Alors, Gagma a préféré de terminer avec Divrei Tov, comme cet enseignement de Tana Debe Eliyahu. Mais la question qui se pose, alors pourquoi les Chachamim Gagma ont choisi cette memra et pas une autre? C'est quoi la kavana de cette question? C'est que il y a quelques Gmarot qui se terminent par la Gemara, l'enseignement également qu'on dit tous les jours, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Donc c'est ça, elle explique la question. Pourquoi on a choisi cette memra de Kol Hashonei Halachot Bechol Yom et on n'a pas choisi l'autre memra de Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam? Alors il y a plusieurs réponses que je vais partager avec vous. La première réponse est de dire que comme jusque dans les lignes qui précédaient, la Gemara parlait de Tumat Ziva, qui a des racines, des origines qui sont type Halacha et Moshe Misinai. Donc de la même manière ici, on a terminé avec Kol Hashonei Halachot, comme dit Rashi, qui fait référence à Halacha et Moshe Misinai. Deuxième réponse que je vais partager avec vous, c'est la réponse qui est donnée par le Maharsha. Le Maharsha, il pose la même question que Tosfot, en rajoutant une notion que d'habitude, c'est vrai que les Gemarot en général terminent toujours par Divrei Agada, mais on termine avec des Divrei Agada qui sont en lien avec la Masechet étudiée. Alors normalement, on aurait dû choisir, certes, Davar Tov, les Tamchumim comme dit Tosfot, mais en rapport avec la Masechet Nida. Pourquoi avoir choisi cet enseignement de Tana Debe Eliyahu qui n'a rien à voir avec la Masechet Nida? Explique le Maharsha que on va quand même, quand on est dans Masechet Nida, on va un peu parler de quelques Halachot Nida. Vous savez que dans la Torah, il y a deux enseignements pour l'impureté de la femme. Il y a les règles de Nida et les règles de Zava. La majorité de la Masechet Nida parle de la différence entre Nida et Zava. Brièvement, pour ceux qui n'ont pas étudié, dans le cycle menstruel de la femme, il est divisé en deux périodes. Il y a 11 jours qui sont des périodes où la femme, si elle a des saignements, elle va être Zava.
Et les autres jours du cycle menstruel, c'est des jours où si la femme a des saignements, elle sera nida. Quelle différence entre les deux? C'est que le processus de purification est radicalement différent. Là où pour la nida, la femme, si elle voit du sang dans la période où elle peut être nida, elle peut voir du sang le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, même si elle voit du sang le septième jour au matin, si le flux s'est arrêté, alors le soir elle va au mikvé, elle est théora, elle est permise à son mari. Ça, c'est les règles de nida. Les règles de zava, c'est là où on introduit la notion de ce qu'on appelle les shiva nekiim. C'est quoi les shiva nekiim? C'est lorsqu'elle a vu des saignements pendant la période où elle est zava. Si elle a vu 3 saignements consécutifs sur 3 jours, alors elle doit observer ce qu'on appelle les shiva nekiim. C'est quoi shiva nekiim? Elle doit faire, après le 3e jour de saignement, hefsek tahara, constater que le flux s'est arrêté, et elle doit compter 7 jours de propreté absolue. C'est-à-dire que chaque jour, elle doit vérifier qu'elle n'a pas de saignement, et si un des 7 jours, elle a un saignement, ça casse le compte des 7 jours, c'est sauter, et elle est obligée de recommencer. Donc ça, c'est les différences entre la nida et la zava, qui sont mentionnées dans la paracha de Metzora. Alors, on parle de toutes les différences de ces halachot entre nida et zava dans la Masechet, et au Daf Samervav, vient Rabbi Zera et donne un enseignement fondamental qui dit Bnot Israël ichmiru alatzman liyeshev shiva nekim al kol dam. Vient Rabbi Zera et dit que puisque de nos jours, à l'époque d'Agmara, les femmes elles ne savaient plus des fois faire la différence quand est-ce qu'elles étaient dans leur période de Nida ou quand est-ce qu'elles étaient dans leur période des 11 jours de Zava, alors pour éviter l'amalgame et de se tromper, elles ont pris sur elles que quelle que soit la période où elles voient du sang, même si c'est pour être une période de Nida, elles vont faire les khumrot de se comporter comme si c'était du sang qui est Zava. Et c'est de là la halakha jusqu'au jour d'aujourd'hui, où les femmes, même si on va dire théoriquement ça peut être du sang de Nida, malgré tout, elles doivent compter Shiva Nekiim. Depuis l'époque de Rabbi Zera, c'est comme ça que la halakha a été tranchée et que les Bnot Israël ont pris sur elles d'être marmirot et de se comporter quoi qu'il arrive comme si elles étaient Zava. Alors il explique le Maharsha. Puisque maintenant Rabbi Zera est venu et a tranché que les femmes justes doivent se comporter comme ça, on aurait pu penser finalement que ça ne sert plus à rien d'étudier toute Masechet Nida, parce qu'il y a à peu près 40 ou 50 dapim qui parlent de ces différences-là. Mais vu que maintenant il n'y a plus de différence pratique, Tachres, Halacha et Maaseh, de nos jours il n'y a plus de Nida, il n'y a plus Zava, il n'y a qu'un seul système de Tahara, à savoir Efsek Tahara, Shiva Nekim, absolu. Donc on aurait pu penser que la Masechet Nida, on peut la mettre Chazve Shalom au rebut, ou on peut la mettre de côté. Dit le Maharsha, c'est pour ça qu'Agma et Tamé dit Kol hashone alachot bechol yom. Ne pensez pas que c'est désuet, ne pensez pas qu'il n'y a plus aucune utilité. Il y a une utilité d'étudier, même si c'est des halachot qui peuvent nous paraître non pratiques et non lémassés, malgré tout, c'est ça Kol hashone alachot bechol yom muftachro. Shelo ben haolam. Alors, les Farshim posent la question, mais pourquoi, s'il n'y a plus aucune actualité, si c'est plus effectif de nos jours, quel intérêt d'étudier ces halachot même si elles ne sont pas lémassées? Alors par rapport à cette question, il y a plusieurs réponses que je voulais partager avec vous. La première réponse est celle de Yehuda Yareh qui explique que lorsqu'on étudie Masechet Nida, on prouve qu'on étudie uniquement les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a plus aucun intérêt lémassé. Puisque de toute façon, capable soit Nida ou Zava, la Tahara se fait toujours dans le système Zava. Donc celui qui étudie la Masechet Nida, dans d'autres Masechet, on pourrait penser qu'à personne il étudie pour connaître les halachot et les pratiquer de façon effective. Mais à partir du moment où, de toute façon, les dinim de Nida ne sont plus en vigueur, la personne qui vient et qui étudie, malgré tout, la Gemara, la Masechet Nida, il prouve par là que son limoud est purement les Shem Shamaim. Rav Moshe Feinstein, dans une tchouva, dans Igrot Moshe, développe cette notion qu'il y a une différence entre limoud Torah pur, qui est une mitzvah bifnei atzma, et le limoud Torah qui peut être étudié en tant que Hersher Mitzvah. Explication, on peut être tenté des fois d'étudier pour connaître la Mitzvah. Je vais étudier ma Masechet Rolim pour savoir comment faire la Shrita Kadat Bekaracha. Ça, c'est ce qu'on appelle un limoud qui est fait pour Hersher Mitzvah, pour arriver à connaître les règles des mitzvot, comment les faire et comment les pratiquer et comment les respecter. À l'opposé, il y a une mitzvah de limoud Torah qui est une mitzvah bifnei atzma. Lorsque la personne étudie Masechet Nida, puisqu'il n'y a plus aucune utilité d'étudier cela en tant que Hersher Mitzvah,
pour faire la mitzvah de la Nida, puisqu'on est passé dans le système Zava. En cela, il montre qu'il étudie les Shem Shamaim, et c'est ça que dit la Memra de Tana Begeu. Celui qui étudie Masechet Nida, puisqu'il étudie uniquement dans une dimension 100% les Shem Shamaim, il est Ben Haolam Haba. Pourquoi? Parce qu'il étudie les Shem Shamaim. C'est quoi Ben Haolam Haba? Ça veut dire qu'il a étudié la mitzvah dans toute sa shlemut, même sans aucun intérêt, même si c'est pas mauvais d'avoir un intérêt d'étudier la mitzvah pour connaître les dinim, mais là il étudie sans aucun intérêt partisan, même d'être un bon juif, puisqu'il étudie uniquement les Shem Shamaim. Et grâce à cette explication, Rav Moshe Feinstein il explique à Gemara dans Baba Metzia, qui pose la question pourquoi Beit Rishon a été détruit. Et la Gemara dans Baba Metzia donne l'explication pourquoi. Al Shelo Birchu à la Torah Trila. C'est que les Bnei Israël de l'époque de Beit Rishon, avant d'étudier la Torah, ils ne faisaient pas la bracha préliminaire qu'on doit faire avant le limoud de la Torah. Et tout le monde s'offusque et pose la question, est-ce que c'est une raison suffisante pour justifier le Khorban, la destruction du Beit Rishon? Explique Rav Moshe Feinstein que les Israël de l'époque, sans porter un jugement sur leur niveau, puisque c'est un niveau très élevé, mais ils ont pensé que le Guéder, la définition du limoud, c'était comme un Hersher Mitzvah. On étudie pour faire la mitzvah. Donc, de la même manière que Hersher Mitzvah ne nécessite pas de bracha, ils ont pensé que le limoud Torah ne nécessite pas de bracha. Explication. Un shochet, avant de shriter, il doit vérifier que son couteau est bien aiguisé. Est-ce qu'il va faire une bracha quand il va aiguiser le couteau? Non. Parce que aiguiser le couteau, c'est quoi? C'est Hersher Mitzvah. Alors, quand la Gemara dit que les Bnei Israël de l'époque de Beit Rishon, Shelo Birchu, bracha Trila, avant de faire d'étudier la Torah, c'est parce qu'ils étudient la Torah dans une logique de Hersher Mitzvah. Et de la même manière que Hersher Mitzvah ne nécessite pas de bracha, c'est ça l'explication de la Gemara de Bametzia, Shelo Birchu bracha Techila. Donc, voilà comment Rav Moshe Feinstein explique que le Limoud Torah, ça doit être une mitzvah en soi, qui nécessite de connaître toute la Torah, même s'il n'y a aucune implication pratique, même s'il n'y a aucune halakha maaseh, et c'est à cause de ça que les Israël de l'époque de Beit Rishon ont été punis et qu'ils n'ont pas mérité que le temple reste construit. J'ai essayé à chaque fois, dans ces Firushim, de retrouver traces du comportement de Rosenberg, et je vous dis ça n'a pas été difficile, parce qu'à chaque fois que je voyais un Pirouche, ça collait totalement à la personnalité et à sa façon de vivre et d'étudier de Rosenberg. Après cette réponse, on peut dire, je ne suis pas là pour témoigner, et il n'a pas besoin de moi pour ça, et je crois que tout le monde ici peut le dire, que Rosenberg, quand il étudiait, c'était une Torah qui était étudiée bi-shlemut, ni pour en tirer un kavod, ni pour en tirer quelque reconnaissance qu'il soit, c'était uniquement une Torah, Rishem, Shamaim, même s'il n'y avait aucune implication à la halakha maaseh, ça c'était sa façon d'étudier la Torah. Autre réponse que je voulais partager avec vous, c'est celle du Aruch Laner. Le Aruch Laner ramène l'enseignement du Rambam et du Rosh, qui explique que la dernière Mishnah de Masechet Uktzim, quand vous utilisez le Shas Mishnah, la dernière Masechet, c'est la Masechet de Uktzim. Et comment se termine la Masechet de Uktzim? Elle se termine en promettant à celui qui étudie la Torah, Shai Olamot, 310 mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serais incapable de vous expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça que termine la dernière Mishnah de la Masechet Uktzim, qui est la dernière Masechet du Shas Mishnah. Donc, explique le Aruch Laner, les Chachamim de la Gemara ont voulu terminer de la même manière que les Rabbi Yehuda Hanassi a terminé Shas Mishnah. De la même manière que Rabbi Yehuda Hanassi a terminé Shas Mishnah avec Davar Tov, où on promet à celui qui étudie le Shas Mishnah Shai Ogamot. De la même manière ici, les Chachamim de la Gemara ont voulu promettre à celui qui étudie Shas Gemara Sheu Ben Haolam Haba. Donc c'est une similitude totale entre la fin du Shas Mishnah et la fin du Shas Gemara. Autre réponse qui est enseignée par le Radal, c'est à partir du moment où il n'y a pas de Gemarot sur tout le Seder Tarot, il n'y en a qu'une, c'est Nida, mais toutes les autres, il n'y a aucune Gemarot, on n'a que des Mishnayot. Alors les Chachamim de la Gemara ont eu peur que les Talmidim, ils vont laisser tomber les Mishnayot de Seder Tarot et ils vont retourner à Ogmarot, à Brachot, à Nashim, Nezikim, Kochim. Alors, pour être sûr que les Talmidim, ils ne vont pas laisser tomber ces Mishnayot de Seder Tarot, toutes ces Masertot difficiles et des fois impénétrables, et alors ils leur ont rappelé l'enseignement Kalashone Alachot Bechol. Ne vous méprenez pas, il ne faut pas retourner tout de suite à Gemara, il faut d'abord continuer toutes les autres Masertot et aller travailler toutes ces Masertot du Seder Tarot. À nouveau, j'ai retrouvé la trace de Rav Rosenberg qui maîtrisait sur le bout des doigts tout, mais aussi particulièrement il adorait toutes ces Mishnayot de Tarot,
Un jour, il me dit, mais vous ne connaissez pas le Rash de tel Mishnah dans ma Sechet Kelim. Comment c'est possible de ne pas connaître le Rash Trabel Pesach? Comment c'est possible de ne pas connaître le Rash sur tel Mishnah de ma Sechet Kelim? Lui, il le connaissait sur le bout des doigts. Il maîtrisait, il y avait pour lui aucune prédominance plus d'une Maseret sur une autre Maseret, soit Zraïm, Satarot, Nashim, Kodashim. La Torah, pour lui, c'était un tout. Il étudiait toutes les Masertot sans aucune distinction. Autre explication qui est donnée par Rabbi Sahar Dov de Belz, le grand-père du Rabbi de Belz actuel, il ramène l'enseignement du Yalkut, le Midrash, qui, là-bas, sur Mishlei, le Yalkut, il compare la Torah à Eshet Chayil. Là-bas, la Torah est comparée à Eshet Chayil. Alors, dans la Masechet Nida, on a étudié les règles de Nida. Et tout le monde sait que lorsqu'une femme est Nida, il doit y avoir des achakot entre le mari et la femme. Le mari et la femme, pendant la période où la femme est Nida, doivent avoir un comportement de séparation avec certaines achakot. Certaines sont enseignées dans la Masechet Nida, d'autres sont détaillées de façon plus exhaustive dans le Shulchan Aruch. Alors on a un problème, parce que si on compare la Torah à la femme, ça voudrait dire que de la même manière qu'il y a certains moments où dans un couple, l'homme doit s'éloigner de la femme, ça voudrait peut-être dire que l'homme devrait s'éloigner de la Torah. Pourtant, qu'est-ce qui a marqué? Oyamush Sefera Torah Azeh Mipicha. On ne peut pas s'éloigner de la Torah. Alors, explique le Rabbi de Belz, c'est vrai que la femme et le mari, pendant la période de Nida, il y a des achakot. Mais est-ce que ça veut dire que la femme elle disparaît? Est-ce qu'elle ne continue pas à s'occuper de tout ce qu'il y a? Alors, de la même manière que même quand il y a les achakot, la femme doit rester et là, et elle doit s'occuper de la maison, du mari, des enfants, et elle doit continuer ses tâches ménagères qu'elle a l'habitude de faire, de la même manière, même lorsqu'un juif, pour des raisons peut-être justifiées, il doit s'éloigner momentanément de la Torah pour aller travailler ou pour aller faire des choses profanes, il ne doit pas oublier de continuer malgré tout à s'en occuper. Voilà le lien entre la fin de la Masechet Nida et cette même ra de Tana de Bego, même si vous allez bosser, même si vous allez travailler, même si vous allez vaquer à vos occupations, n'oubliez pas, comment soyez chonés des halachot tous les jours. Maintenant, on a une question. Combien d'études d'halachot? A priori, à chaque fois qu'il y a le pluriel, le minimum du pluriel fait référence à combien? 2 halachot. Et c'est comme ça qu'on explique cette même ra, une halacha le matin, une halacha le soir. Donc a priori, il faut étudier 2 halachot. Le seul souci, c'est quand vous ouvrez le Zohar, dans le Tikkun et Zohar, là-bas il y a marqué, je vous cite le Zohar, Kol hazoche lilmod halacha achat, areu yoresh olam echad. Alors le Zohar ramène l'enseignement dans le Tikkun et Zohar que tout celui qui étudie une halacha par jour, il est zoché olam echad, ça va ça kavana olam haba. Alors comment résoudre cette contradiction entre Eliyahu Hanavi et cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai? Explique les Farshim que le Zohar, il a parlé d'une halacha, il a parlé olam echad. Eliyahu Hanavi, il a parlé de quoi? Shte halachot, il a dit on devient ben olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire devenir ben olam haba? En hébreu, quand on dit on est ben baït quelque part, ça veut dire qu'on est, quand on est ben baït chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut se promener dans la maison. Il y a une différence à être ben baït et à être un résident, à être un invité. Alors, les Farshim disent comme ça. Le Zohar, il veut te dire, une halakha, c'est le minimum. Si tu étudies une halakha, tu seras zoché olam haba. Mais tu auras ton olam haba, un olam haba, tu seras dedans, mais tu ne pourras pas aller voir ce qui se passe à gauche et à droite. Mashim Ken, et Eliyahu Hanavi nous dit, si tu étudies 2 halakhot, et là tu deviens ben olam haba. C'est quoi ben olam haba? Tu auras droit non seulement au olam haba, mais tu auras le droit d'aller voir, un peu visiter et un peu explorer le olam haba, voir qu'est-ce qui se passe un peu à gauche et un peu à droite. Pourquoi cette différence? Parce que quand j'étudie une halakha, je limite mon enseignement. Donc j'ai droit à mon halakha, mais il va être restreint. Quand j'étudie 2 halakhot, c'est quoi? C'est une halakha qui m'amène toujours à une deuxième halakha. C'est comme ça qu'on étudie. On amène une halakha, et à partir de la première halakha, on se pose une question sur une deuxième halakha. Alors de la même manière que l'homme, il a cette approche intellectuelle d'aller toujours voir un peu plus et de rechercher un peu plus, vous lui dit, puisque tu as eu cette ouverture et cette curiosité, alors quand tu vas être dans le olam haba, tu vas devenir ben olam haba et tu pourras aller explorer les autres compartiments du olam haba, tu pourras aller voir d'autres mondes, voir comment ça se passe. Demande le Maharal de Prague pourquoi finalement, lorsqu'on étudie 2 halachot, on a cette récompense de Muftach Lo Sheu Ben Olam Haba. Quel rapport entre le limoud des halachot et le fait que la récompense ce soit Olam Haba? On aurait pu penser des richesses, je sais pas moi, des enfants, kavod, des honneurs. Pourquoi la récompense de l'étude des halachot se traduit
par le fait d'être zoché, d'être bête dans la. On sait que le système qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le système de Mida, Keneged Mida. Alors, où est ici la Mida, Keneged Mida? Mida, Keneged Mida, ça fonctionne dans le mauvais sens, comme dans le bon sens. Ça fonctionne dans les avérotes avec les sanctions, comme dans les mitzvot avec les récompenses. Alors, quel est le lien? Il y a toujours un lien entre la récompense et la mitzvah qu'on fait. Explique le Maharal de Prague. C'est quoi étudier une halakha? Étudier une halakha, c'est quoi? C'est de commencer avec le Chumash, après de faire les Mishnayot, après de descendre toute la Sugya du Shas, après de faire les Mefarshim, les Rishonim, les Ahoronim, les Poskim, et là on arrive à sortir une halakha bourra. Ça veut dire que pour arriver à une halakha, il y a tout un travail de raffinement, de mesure, de propreté, d'enlever toutes les mauvaises déotes, d'arriver à être mékaven, comme on dit, la Gemara c'est un laboratoire, qui te permet d'arriver à trancher et à définir c'est quoi la vraie halakha d'après le émet de la Torah. Lorsqu'à personne il a fait tout ce travail intellectuel, de chercher, à creuser, à approfondir pour arriver à dégager le émet de la Torah, alors puisqu'il a fait ce processus-là, on lui dit, toi quand tu vas arriver dans le monde futur, normalement, ta neshama, elle doit passer au Gehenam pour un peu la raffiner, pour un peu la nettoyer. Mais comme cette démarche intellectuelle, tu l'as faite de ton vivant en étudiant les halachot, tu n'auras pas besoin que ta neshama elle passe par tout ce processus de purification et de raffinement, et tu vas être directement zoché le Olam Haba. Ça, c'est la première explication qui est donnée par le Maharal de Prague dans son livre Tiferet Israël, et il donne aussi une deuxième explication dans son Chidushé Agadot, où il dit que c'est quoi le inyan de Halakha et Maaseh? C'est de ne pas dévier du Hémet ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que la vraie halakha, c'est celle qui arrive à faire en sorte que on ne va pas se laisser perturber ni par des éléments extérieurs, ni par des éléments personnels. On arrive à rester derech à Hémet de façon objective, sans jamais dévier de cette recherche de Hémet. Celui qui est Zoché Olam Haba, c'est celui qui a eu le même comportement dans sa vie. Toujours une approche et une recherche de Hémet, sans jamais dévier d'un iota, ni à gauche, ni à droite. À nouveau, lorsque j'ai vu cette explication, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Rav Rosenberg. Déjà, sur la première explication qui, toute sa vie, s'est raffinée pour arriver à trouver les pshatim et le émet de la Torah. Et la deuxième explication du Maharal de Prague, qu'il y avait toujours un chemin de vérité. À nouveau, je ne suis pas là pour donner des notes, ni pour faire des louanges, il n'y a pas besoin de moi ni de nous, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu tous observer durant toutes ces années, que c'était vraiment un ish émet. Jamais ni smog, ni à gauche, ni à droite, il y avait toujours un cave qui était barour, un cave qui était clair. Demande les Mefarshim sur cette dernière memra, on a l'impression que pour être Zoché Olam Haba, il faut étudier Halachot Bechol Yom. C'est ça qui sort de cette memra. Pourtant, dans le dernier période de Sanhedrin, qu'est-ce qui a marqué? Kol Israël, Yesh Lahem Chelek Le'olam Haba. Alors, a priori, on a le droit à Chelek là-bas, même si on n'a pas étudié Shoni Halachot Bechol Yom. Alors, comment résoudre finalement cette apparente stira contradiction entre la memra de Egehu Hanavi et cette Mishnah du dernier pérec de Sanhedrin? Explique le Aruch-Haner. Il n'y a pas de contradiction. Tout le monde sera Zoché Olam Haba. Mais, de quelle manière? Il y en a qui pourraient être Zoché Olam Haba, d'abord ils vont devoir passer par un processus de quelques semaines, quelques mois ou quelques années soit dans Gehenam ou dans des Gigugim, et après ils arriveront à Olam Haba. Et il y en a d'autres qui vont arriver directement à Olam Haba. C'est ça la différence entre les deux. Comme Israël, tout le monde aura Olam Haba. Maintenant, est-ce que tout le monde va y arriver de la même manière et aussi rapidement? Ça va dépendre. Est-ce que tu as fait comme la memra de Egehu Hanavi, Kol Hashoné Halachot Bechol Yom? Et d'où ça sort cette explication-là? Alors, vous savez que dans toute la Gemara, il y a une discussion. Est-ce qu'on va d'après Em la Mikra ou Em la Masoret? Explication. Vous savez qu'il y a les mots tels qu'ils sont écrits, tels qu'ils ont été transmis par la Masoret depuis Moshe Rabbeinu, tels qu'ils sont écrits dans le Sefer Torah. Mais dans le Sefer Torah, il n'y a pas les points, il n'y a pas les nekudot. Mais on nous a aussi transmis la manière de lire avec les points. Mais, partant de cela, on peut interpréter un mot de deux manières différentes. Cette marcoquette, Em la Mikra et la Masoret, on le trouve dans beaucoup d'endroits du Shas, dans Sanhedrin, dans Souka et dans d'autres. Et si on lit d'une manière ou d'une autre, on peut arriver à des conclusions différentes. Par exemple, il y a marqué 3 fois le mot Basukot Teshvu, Basukot, mais une fois il est marqué avec un Vav, et 2 fois il est marqué sans le Vav.
Si je vais d'après la lecture, je vais lire Bassoukot au pluriel. Si je lis Bassoukot au pluriel, ça me fait 3 fois le mot Soukot. Finalement, dans cette ligne, elle fait des pilpourim, qu'on apprend de là qu'une souka, elle doit avoir 3 murs, plus un petit retour, plus le scarf. Alors que si je vais d'après la Massoret, je devrais lire une fois Bassoukot au pluriel, ça fait référence à 2 murs, et 2 fois Bassoukat au singulier. Et on retrouve ce Rejbon, par exemple sur Karnot, les coins du Misbéach, on pourrait lire Karnat. On retrouve sur Nafshot Met, c'est la paracha de la semaine. Nafshot, on peut lire aussi Nafshat Met. Il y a toute la Badiprim. Totafot, on peut lire Tatfat. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais là-bas, dans Sanhedrin, Tosfot, il amène le Yesod. Parce que là-bas, il y a une marcoquette. Est-ce qu'on va d'après la Mikra ou est-ce qu'on va d'après la Massoret? Et Agma, elle fait tout un pic-pou. On retrouve aussi ce problème avec le Tevachegid et Bacharev Imo. Est-ce qu'il faut lire Bacharev? C'est comme ça qu'on a l'habitude de lire. Mais on peut dire aussi Becherev. Et dit Agma, si on lit Becherev, on arriverait peut-être à autoriser, Chazvé Shalom, la viande avec le lait. Mais en tout cas, Agma, elle a son magar pour expliquer ça. Mais là-bas, Tosfot, il donne un Yesod sur toute cette marcoquette. Que quand le Mikra et la Massoret ne se contredisent pas, on peut traiter le mot des 2 manières. C'est-à-dire que lorsqu'on a une stira entre la manière de lire et la transmission et la Massoret, alors là, on doit choisir un des 2 en fonction des Mahalachim. Mais lorsque les 2 mots, la manière de lire ou la manière d'écrire, ne se contredisent pas, alors on traite les 2. De la même manière ici. On est parti avec le verset de Habakkuk qui dit quoi? Mais Harichot, on peut lire aussi comment? Si on ne va pas d'après la lecture, si on va d'après la Massoret, quand on lit Harachot. Donc c'est la même chose qu'on dit. Puisqu'on peut traiter le mot Harichot de 2 manières, d'après le Mikra et d'après la Massoret, comment on va le traiter? Harichot, Harachot. C'est qui m'emmène au Lamaba directement? C'est les halachot. C'est comme ça qu'on explique ces dernières memra de Eliyahu Hanavi. Autre explication donnée par le Chafetz Chaim pour répondre à la parente contradiction entre la dernière Mishnah de Sanhedrin et la memra de Navi. Chafetz Chaim dit quand Israël yeshkem chelek là-bas, ça veut dire que chaque juif il a un chelek. Mais quel chelek chacun va avoir? Un petit chelek. Quand on dit t'as un droit à un chelek, ça peut être microscopique. Tandis que la memra de Yohanavi, Korachone, Zocheriot Ben Aramba. Quand t'es Ben Baït, t'as pas un territoire microscopique, t'as un grand territoire, t'es à l'aise, t'as une chambre pour toi, t'as de quoi t'occuper. Autre préoccupation des Mefarshim, c'est pourquoi il y a marqué dans la memra Korachunachol Muftarko. Pourquoi il n'y a pas marqué Leatid Lavo, Iye Ben Aramba? Normalement, on aurait dû dire dans les temps futurs, il sera Ben Araba. C'est quoi cette expression? Muftarko Ben Araba. Alors j'ai trouvé une belle explication d'un livre que Rosenberg aimait souvent à citer, le Agra des Kara, qui est un livre écrit par le Bnei Sasrav, et il dit comme ça: celui qui est shoné à la chot bechol yom, celui qui recherche le met à Torah, il peut être zoché olamaba, même baolamazé. C'est ça. Muftarko sheu Ben Araba, quand Yonavi lui promet qu'il sera Ben Olamaba ou déjà baolamazé. Tandis que si on avait utilisé l'expression Geatil Gavo, on aurait dit celui qui est Shoné Achot, il n'aura là-bas que mon futur. Mais il y en a qui vient te dire Kora Shoné Achot Bechom Yom Muftachgo, c'est-à-dire que déjà dans Olamazé, il aura droit à un Olamaba. À nouveau, on a pu tous constater chez Rosenberg que même s'il était Olamazé, à certains niveaux, il était également Be-Olam Abba. Et enfin, juste pour terminer, Rosenberg avait toujours l'habitude de dire un petit mot en rapport entre le DAF, le Sioum et la paracha de la semaine. Je n'ai pas trouvé un rapport entre le DAF et la paracha de la semaine. Moi, je ne suis pas Rav Rosenberg. Mais la paracha de la semaine, il disait toujours Rav Rosenberg jusqu'à mardi. On est dans la paracha d'avant. Et à partir de mercredi, on est dans la paracha d'après. Donc, on va dire que on est encore dans la paracha de Hémor. Et je vais terminer juste sur cette explication de Kedoshim. Et ça dépend si on est en Israël ou en France. Mais en tout cas, on va dire qu'on est en France, Minagamakov, et on termine avec Kedoshim et cette explication donnée par le Khatam Sofer, qui était, bien sûr, vous connaissez toutes les grandes choses du Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer a posé la question connue: pourquoi cette paracha de Kedoshim, elle a été dite Behakel, avec en présence de tout le monde. Et il y a aussi un Zohar au début de la paracha de Kedoshim qui dit que lorsque les Chavraya de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils arrivaient à cette paracha de Kedoshim, ils étaient heureux. Alors il faut comprendre ce Zohar. Pourquoi Dafka, quand les élèves
de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils arrivaient à cette paracha de Kedoshim, ils étaient smechim. Pourquoi? Et quand ils arrivaient à Bereshit et à Korach et à Shirachra, ils n'étaient pas heureux. Alors, déjà, pour répondre, c'est quoi? C'est une yann de Kedoshim Be'akel. Explique comment il faut faire. On pourrait penser que pour être Kadosh, il faut être parouche, il faut être tout seul, il faut être isolé. On ne peut pas être Kadosh quand on est au sein du Ka'al. Viens, Torah nous dit, Kedoshim Tiyu, Melamed Shnei Parashazo Be'akel. Pour te dire, la grandeur d'être Kadosh, c'est pas être Kadosh tout seul dans un coin, il vaut des doutes. Non, d'être Kadosh au milieu de la cité, au milieu des élèves, au milieu des Pshutéam, au milieu du Hamonam. Ça également, c'était une dimension de Rav Rosenberg. Il était avec nous, mais il avait sa Gdusha. Pour lui, il était resté Kadosh toute sa vie. On l'a vu dans sa vie de tous les jours, même s'il était avec nous, même s'il était très réaliste, très pragmatique, très terre à terre, mais je ne sais pas si on peut dire ça, c'est pas péjoratif, il était bipolaire, dans le bon sens du terme. Il était avec nous, mais il était également là-haut. On peut lui parler de choses les plus courantes. Des fois, on était ici, il y avait des gens, des fois, Abraham, il se rappelle qu'il appelait pour lui poser des questions. Même nous, on ne savait pas où se mettre quand on entendait ces questions. Et lui, il était tellement pragmatique, tellement terre à terre, et il terminait le téléphone avec cette question, et il était dans Tosfot. Il était Kadosh, Be'akel, Be'oramazé, même s'il était avec nous, il était Kadosh. Ah, et pourquoi les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient heureux? Parce qu'ils ont eu peur, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va rester dans sa grotte. Parce que pour être Kadosh, ils auraient pensé que pour être Kadosh, il faut être dans sa grotte. Lorsqu'ils sont arrivés à la paracha de Kedoshim, ils ont compris que être Kadosh, c'est celui qui sort. Ils ont compris que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne va pas rester longtemps dans sa grotte et qu'il va sortir pour leur enseigner tous les enseignements de Torah qu'il a appris dans cette grotte, toute la Torah Tassot. De la même manière, on peut dire qu'on était heureux d'être être à côté de Rav Rosenberg. On a été zoché d'avoir ces enseignements. C'est pas fini, puisque au prochain on a aussi. C'est l'occasion de remercier Pessar Birenbaum en mon nom, et je pense au nom de tout le monde. Moi, personnellement, lui aussi, je l'utilise tous les jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui l'utilisent tous les jours. C'est beaucoup grâce à lui. Le Chomer, c'est Rav Rosenberg, mais toute la technique, c'est grâce à lui. Je veux dire, quelquefois, j'ai eu rien qu'à m'occuper de la caméra. C'est déjà un travail fastidieux. Il a eu à s'en occuper, il a dû subir les fous du Rav des fois, plusieurs fois, quand la carte mémoire n'était pas vidée. C'est pas facile, jusqu'à aujourd'hui il s'en occupe beaucoup. Donc il a un grand mérite dans tout ça, puisque grâce à lui, on peut arriver à étudier, et que Bezrat Hashem, que ce Limoud, je vais pas faire le Kaddish, parce que je vais pas terminer, on va faire Kaddish à Israël et Pessah, mais Bezrat Hashem, soit ce Limoud, soit Unishmat, qu'on essaye d'être au niveau et de représenter bien Rav Rosenberg, que puisqu'on a été à ses côtés quand on a entendu sa Torah, qu'on soit digne d'être peut-être s'appeler un tout petit peu ses élèves, et que tous ces Torah soient les Nishmato. D'accord.